Bon, là, ce sont des souvenirs. Je n'évoque que les souvenirs où j'ai matériellement fait quelque chose ou vu quelque chose. Bon, je suis né en 32, donc il y a 18 mois où je n'ai pas de souvenirs, au moins, je ne suis pas un phénomène. Euh, mais je sais qu'un de mes premiers souvenirs, c'est rapporté par ma mère, alors c'est même pas un souvenir. Je me rappelle que ça m'a suivi très longtemps. Elle m'a raconté qu'elle m'avait emmené en Allemagne voir des cousins à Cologne et qu'elle est rentrée, donc c'est à peu près en 1934, terrorisée, affligée par ce qu'elle avait vu et prévu du nazisme. Bon, après, bon, disons là, mais ça c'est même pas un souvenir, c'est une espèce de leitmotiv que j'ai gardé en tête parce que dès que je l'ai appris. Bon, ensuite j'ai des souvenirs, mais alors là ils sont plus clairs, de guerre d'Espagne. Alors la guerre d'Espagne pour moi c'était un événement très important d'après le comportement de mes parents. C'était très important parce qu'ils m'emmenaient au cinéma et que je voyais des documentaires très crus. C'était les premiers documentaires de guerre qui passaient. Et ensuite, bon, il y avait des actions politiques, ramasser de l'argent, on ramassait des vêtements, on ramassait pour les républicains. Et après, est arrivé un moment où on a hébergé des réfugiés, enfin pas des réfugiés, des gens blessés au front. Et ils racontaient des choses. Ben, je ne me rappelle plus, mais je sais que j'étais très impressionné. Je les vois encore couchés dans le salon. Bon, ils n'étaient pas blessés graves, probablement, parce que sinon on n'aurait pas pu les garder. Mais disons, voilà. Alors ça m'a marqué beaucoup. Ce qui m'a marqué beaucoup, c'est le militantisme de mes parents, mon père en premier, militantisme de gauche, bien sûr, ses velléités d'écrire des articles, il en parlait dans la presse nouvelle, dans les journaux juifs. Ensuite, ma présence dans les meetings politiques, alors je ne sais plus, c'était très très glorieux. Il y avait Marcel Cachin, le doyen du Parti communiste, Maurice Thorez, comment elle s'appelait, enfin bref, j'ai oublié, la femme de Maurice Thorez, je sais pas. Alors c'était des meetings sur les terrains vagues où il y avait des milliers de personnes, et ça c'était très éprouvant. Autre événement politique qui m'a presque bouleversé, je sais, puisque j'étais très triste, je ne sais pas pourquoi, je ne le connaissais pas, c'est Salengro, quand il est mort, la ville de Lille exprimait une telle amertume, que toute la ville était imprégnée de ce drame, je me rappelle. Puis ensuite, j'étais très fier parce que j'avais vu Léon Blum venir à Lille à l'enterrement, enfin, tout ça. Tout ça, c'est des choses. J'explique tout ça, j'ai eu autre chose, heureusement, dans ma vie, mon train électrique, mon vélo, c'est pas que ça. Mais j'explique pourquoi j'amène en somme la discussion sur l'arrivée de la guerre. J'ai toujours été affûté et admiratif de mon père qui prenait l'initiative, on évacue, on part par là, on reste, on revient. Et toujours lui qui faisait état d'une expérience que moi je croyais qu'il avait, mais apparemment il n'était pas tellement vieux pour avoir une expérience révolutionnaire, mais ça semblait ça. Et ma mère qui évidemment militait avec. Bon, alors il y avait aussi des moments moins politiques, c'est-à-dire des moments culturels. J'ai souvenir d'une fête
où j'ai été amené à réciter des poèmes sur scène. Ça sort pas de la tête, je devais avoir 5 ans. Des poèmes en yiddish que j'ai dit, la foule était en délire. Ça, je m'en rappelle, parce que le fait de parler yiddish, un petit bout qui parlait yiddish, les gens étaient heureux. Alors, et moi, j'étais très fier, c'est certain, très fier. D'autant plus que j'avais appris ces textes en lisant le yiddish. Donc je lisais le yiddish. Et j'ai bien oublié depuis, on ne peut pas tout oublier, mais j'en ai quand même oublié pas mal. Voilà. Donc j'ai aussi, bon, pas seulement mon activité, mais j'ai assisté à des pièces de théâtre jouées par mon père, ma mère, les amis de ma mère, les amis de mon père, et des pièces de théâtre Nadir, je ne peux pas énumérer les poètes et les écrivains. Bon, j'ai aussi été à Paris voir des pièces de théâtre yiddish. J'étais à Paris, je suis sûr ça, que c'était en 1937. Moi j'avais 5 ans, j'en suis sûr parce que je crois que c'était l'exposition universelle 1937. Il faudrait que je vérifie, je n'ai jamais vérifié. Et là, je me souviens aussi j'avais assisté à une manifestation d'extrême droite et qui m'a un petit peu impressionné parce que moi, les manifs que je voyais, c'était les ouvriers marchaient lentement et les gars d'extrême droite marchaient vite. Alors, je n'ai pas très bien compris, ça m'a beaucoup impressionné. Ils marchaient vite, ils avaient l'air de savoir où ils allaient. Alors, est-ce qu'ils marchaient vite parce qu'ils allaient être réprimés? J'en sais rien. Mais c'était les croix de feu, c'était bon, j'oublie le nom, de Grelle, Léon de Grelle. Mon père me dit c'est Léon de Grelle, c'est salaud. Bon. Après, il y a eu des mouvements dans lesquels je me souviens des noms, Marcel Déat, qui était honni. Alors bon. Alors donc arrive 1939, je suis en vacances et j'étais même au courant, Daladier, tout ça, je savais, j'avais 7 ans, je savais que Daladier n'avait pas fait son boulot, que Chamberlain, c'était pas terrible et que Hitler, c'était dangereux. J'ai su que la guerre s'était basculée autour de l'invasion de la Pologne et surtout de la conquête de la Tchécoslovaquie. Tout ça, on en parlait tout le temps devant moi. Donc, j'ai jamais été étranger bon, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il ne cachait pas devant moi, il ne me faisait pas sortir quand il y avait des choses à dire. On n'avait pas beaucoup, il n'y avait pas la télé, mais il y avait la radio. Alors la radio, c'était un élément important. Mon père, disons que je sais qu'il était, il était Reisender, tu vois, c'est fait pour faire plaisir à tout. Reisender, ça veut dire, pas coursier, ça veut dire voyageur de commerce. Bon, il a fait plein de métiers, mais les métiers qu'il a fait avant que je naisse, c'était assez marrant, quoi, parce que son principal métier, à un moment donné, c'était d'aller démarcher dans les maisons, à la campagne, de quoi faire une belle photo du soldat qui n'est pas rentré. Tu tournes là? Ah bon. Alors, il m'a raconté ça, il dit, j'étais pas fier de le faire, mais il fallait bien bouffer. Mais on avait un succès fou. Alors on allait chez les gens, ils avaient une petite photo, et nous on faisait une belle photo du militaire. Ils étaient très contents. Bon, on lui a fait ça. Ensuite, il a rejoint, il était employé de mon oncle qui vendait tout ce qu'on pouvait vendre qui plaisait aux mineurs polonais, c'est-à-dire des beaux vêtements, du linge, des beaux draps, des tables, des nappes et surtout des vêtements. Et ces Polonais avaient confiance dans le voyageur. Mon père, bon, en somme, Reisender, c'est voyageur. Et ils avaient confiance parce qu'il était juif. Ils avaient eu l'habitude chez eux
de commercer avec les Juifs, et un Juif, c'est un bon. Alors évidemment, indépendamment des défauts qu'on peut attribuer à un Juif, c'est un bon commerçant, il a de la bonne marchandise et on paye le prix qu'il faut. Donc il y avait vraiment une... C'était, en somme, c'était relativement facile. Alors le boulot consistait à aller chez les gens, leur proposer des choses et revenir compléter. Alors chez les grossistes ou les petits magasins à Lille, ils revenaient et ils vendaient. Alors ça allait d'une paire de draps à nécessaire pour faire des coussins. Les Polonais adoraient les oreillers, on disait immebet, c'est-à-dire c'est pour mettre au-dessus. Alors ils vendaient les plumes, ils vendaient le tissu rouge et les Polonais faisaient leur truc tout seuls. Alors les plumes, c'était des plumes d'oie, il fallait avoir confiance, c'était du duvet. C'était cher, ça avait une grosse valeur. Alors qu'est-ce qu'il faisait encore? Je l'ai toujours vu écrire, je l'ai toujours vu diriger la chorale de Lille et préparer des pièces de théâtre. Il leur est arrivé d'aller à Paris en voiture, alors ça durait 5 heures pour aller à Paris en voiture, surtout avec les routes et les voitures de l'époque, c'était à peu près normal, uniquement pour voir une pièce de théâtre, parce que c'était des noms prestigieux comme Maurice Schwartz, ou même, je ne sais plus, j'ai oublié le nom, Moni Picon. Ouais. Alors, il y avait des pièces. J'en ai même vu une, je sais pas, ils ont dû m'emmener. Je me rappelle avoir été dans un théâtre à Paris. Et on rentrait dans la nuit. Enfin, la plupart du temps, moi, je restais à Lille. Mais à l'époque, j'étais seul. On me laissait seul. On n'avait pas peur. En 1939, ton père exerçait ce métier là à Lille. Oui, c'est ça, à Lille. Et en 1939, j'étais en vacances. Et quand on a appris ce que j'ai dit tout à l'heure, le début de la guerre, c'était avant la drôle de guerre, j'allais dire la guerre froide. On est parti en Bretagne. Et c'est là que j'étais à Moncontour, ici en Bretagne, tout près. Et puis, très rapidement, ils n'avaient plus de sous. Alors, ils sont rentrés à Lille. De toute manière, la guerre ne se déclenchant pas au sens propre du terme, ils m'ont laissé là et j'étais à l'école avec des petits Bretons. Ça m'a beaucoup... c'est resté dans mes souvenirs, très important. J'y étais avec mes cousins, on était tous là. À Moncontour, c'est à 40 km d'ici à peu près, même pas. Au sud au sud de Lamballe. Entre Lamballe et en 1940 alors donc on est revenu, et puis on a attendu la fin de la drôle de guerre, et tout d'un coup, les Allemands attaquent, ça va. C'est mai 40, et mon père s'était inscrit comme volontaire, mais pas chez les troupes, pas chez les Polonais. Il y avait un régiment polonais, qu'on disait dirigé par Anders, je crois, mais c'est peut-être faux. Et lui, il s'est engagé comme volontaire dans l'armée française. Puis il n'a pas été convoqué tout de suite, et puis il est convoqué au mois de mai. Alors il s'en va, je me rappelle les adieux, il s'en va, et puis à midi, on sonne, on ouvre la porte, c'est mon père. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors il a raconté qu'à la gare de Lille, il y avait le bureau d'enrôlement, puisqu'il n'était pas enrôlé. Le gars lui dit, voulez-vous vraiment partir? L'officier enrôleur, mon père ne répond pas, parce que ce n'est pas une question à laquelle on peut répondre. Il dit, bien sûr, parce que je suis là. Ah, c'est comme vous voulez, vous avez le train derrière vous, mais vous n'arriverez pas parce qu'ils viennent de bombarder les ponts du côté de Valenciennes ou trucs comme ça. Mais je vous enrôle et je vous démobilise. Alors il a été enrôlé, démobilisé. Je ne sais pas si c'est
une démarche possible. Enfin, c'est ce qu'il m'a raconté. Et c'est tout, il était libéré de ses obligations militaires, mais avec, dans la nuit, il dit, on entend, c'est vrai qu'on entendait le bruit du canon dans le sud-est de l'île, et il dit, il est moment de partir. Alors on a pris la voiture de mon oncle, parce que nous on n'avait pas de voiture, on s'est entassé à 9 dedans, c'était une Hélène. C'était une Renault, une grosse Renault. On est monté à 9. Mon oncle, mes 2 tantes, ma mère, mes 2 cousins et mon père. Je ne sais pas si ça fait 9. Enfin bon, on était, plus les matelas, les couvertures et tout, on est parti. Et mon père là, il était vraiment des merdes parce que à chaque barrage, parce qu'on voulait pas, on nous empêchait de descendre vers le sud. Vers le sud-ouest. On nous empêchait, et parce que déjà les Anglais remontaient vers Dunkerque. Et donc on a rusé, on est passé à Arras malgré l'interdiction, et on a franchi des barrages anglais. Alors une anecdote que dans la famille on raconte, les Anglais pousser les voitures parce que les routes étaient communes. Et donc on attendait, et il y a un soldat anglais qui s'approche, qui entend mon oncle parler en yiddish à mon père. Et l'anglais, là ça je m'en souviens, met son nez dans la voiture et dit « Bistayit ». Alors on lui dit « Ben oui, allez, file ». Et puis on est passé avec derrière nous une dizaine de bagnoles qu'on n'a pas pu arrêter parce que les gens attendaient. Puis on s'est donc retrouvé un peu hors de l'interdiction de circuler, qui était presque, c'était impossible. Alors à un moment donné sur la route, j'ai vu avec exactitude ce qu'on voit dans le jeu interdit, des voitures qui roulent pas et des gens qui poussent des charrettes et des vélos. Ça, c'est vraiment une image comme si on avait filmé mon image. La première nuit, on dort dans la région pas d'Armentières, d'Abbeville. Abbeville, à Saint-Riquier. Et on dort chez l'habitant. Mon père avait un ulcère d'estomac qui l'empêchait de dormir et une inquiétude aussi. Il se lève et il voit l'hôpital. Les ambulances arrivent. Et tout le monde fout le camp. Ou alors il s'est dit, si tout le monde fout le camp, ils sont en train de vider l'hôpital. Il nous a réveillés, il était 4 heures du matin. On a sauté dans la voiture et on est parti. Et quand on a traversé Abbeville, et on n'avait pas fait 30 km, puisqu'on a entendu et vu Abbeville se faire raser. On a vu le feu, les flammes. On est passé au ras du bombardement d'Abbeville, et donc on a pris la route de Rouen, mais en passant par Eu. Eu, c'est un petit patelin qui est au bord de l'eau, sympathique comme tout, et c'est là qu'on a été bombardé par les Stukas. Et les Stukas, manifestement, je ne pense pas qu'ils cherchaient à faire des morts, c'est parce que c'était trop facile. Les voitures étaient arrêtées au milieu de la route, ou arrêtées ou roulaient à 10 à l'heure. Quand on a entendu les sirènes des Stukas, on est sorti des voitures, on a sauté dans les fossés. Et ils ont effectivement envoyé des rafales de mitrailleuses, mais ni sur les voitures, ni sur nous. Alors, d'autres raconteront peut-être le contraire. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu, moi. On est arrivé à eux, on a vu les avions anglais, des avions machin, et on a continué. À Rouen, on arrive dans la nuit. Les gars nous disent, il faut passer, les ponts vont sauter. Alors, vrai, pas vrai. Donc on a passé les ponts de Rouen et on est arrivé dans un patelin, je me souviens, qui s'appelle Bernay. Bernay, ça doit être à 20-30 km de Rouen. On était crevés, on s'est arrêté et rebelote, on a entendu le bombardement, les flammes, Rouen. À l'époque, j'étais ébloui.
c'est pas peur que j'avais dû me poser la question. J'ai pas le souvenir d'avoir eu peur. J'étais probablement con, mais c'est pas possible. J'ai pas eu peur. J'étais avide de regarder, c'était beau. Bon, mes parents étaient concernés, mais moi pas. Et les enfants, on était trois gosses, on était debout, on regardait les avions. Après, on a eu un petit peu peur parce qu'on nous a dit il y a la cinquième colonne qui nous suit, c'est des Allemands, il y avait des vélos. Alors, les pauvres Belges qui avaient fui, on les accusait d'être des Allemands. Alors, on disait, c'est pas difficile, s'ils ont une couverture grise sur le porte-bagages, c'est des Allemands. Bon, enfin bref, on ne les a pas attaqués, eux non plus, et ça s'est bien passé. Ensuite, je me rappelle encore d'un patelin, et on est arrivé à Auray. Auray, j'étais à l'école et tout. Oui, c'était en juin 40, on a appris que Paris est tombé, c'est tout. Mais juste avant, on avait aussi vu arriver les Allemands. Alors là encore, spectacle magnifique, des motos impeccables, des chars nickel, comme on en rêvait, quoi. Et puis on était béats. Je me rappelle, j'étais béat au bord de la route avec mon cousin, on était là tous les deux à regarder. Ah là là. Et un marin, je dis un marin parce qu'il nous a dit après qu'il était marin, il m'a foutu une tarte. Il m'a foutu une tarte, je te jure. Hein. Alors j'ai dit, mais ça va bien. Il me dit, petit con, tu vois pas qu'on a perdu la guerre? C'est nos ennemis étaient en train de... Non, je ne me rappelle plus les propos. Et ça m'avait beaucoup marqué, ce soldat. Et puis alors on est rentré à la maison, on a appris qu'il y avait des groupes de soldats qui avaient désobéi à l'armistice et qui résistaient. Ensuite, c'était... Oui, j'ai vu l'Orient brûler. De Auray, on voyait l'Orient brûler. Alors tu me diras, ça fait la troisième ville, oui, c'est ça. À l'école, à Auray, on sortait dans la cour, il y avait un gros nuage. Vous ne voyez pas les flammes, hein, c'est quand même une certaine distance. Un nuage, les gens disaient, c'est l'Orient, c'est foutu. On est foutu. Les Anglais ont pu embarquer, mais parce que les Anglais voulaient aussi partir par là. Bon, après c'est le retour à Lille, dans des conditions. Alors, j'avoue que personnellement, je n'ai jamais eu de contact négatif avec les troupes allemandes. Je suis toujours passé à travers les gouttes. Les troupes allemandes, un événement assez marrant, on est en panne d'essence du côté de en Normandie, en rentrant en panne d'essence, c'est évident, et toute la ligne de voitures qui nous suivait, alors qu'on montait dans le nord et qu'on nous dit, vous savez, on ne vous laissera pas passer, c'est encore la guerre. Mais bon, on monte, et mon père, toujours des merdes, il sort de la bagnole et il rentre dans un camp de Panzer. Il y avait des camions-citernes qui me paraissaient énormes, des tanks encore plus énormes, et des soldats torse nu. C'était déjà le mois de juillet, peut-être non. Là, je ne sais plus, peut-être plus tard. Je ne sais plus quand. Et il s'adresse en allemand à c'était pas un officier, c'était un troufion qui rechargeait les chars. Il dit, j'ai besoin d'essence. Il lui dit en allemand. Et le gars lui dit, non seulement tu parles allemand, mais tu parles allemand du Württemberg. D'où t'es, toi? Et alors, bon, alors mon père lui dit, ben oui, quand j'étais jeune, j'étais paysan. Alors, tu vois la rencontre, mon père apprenait à être paysan parce qu'il était sioniste, il y avait des écoles de trucs, et comme l'Allemagne était vaincue, on leur a imposé aux paysans de prendre des étudiants, j'ai la photo chez moi, et donc, alors ils ont sympathisé, du Württemberg, ah bon, t'étais là, bon. Alors évidemment, on a eu de l'essence. Et les autres gens qui étaient derrière, ils disent, et nous? Alors le gars, il dit, mais je ne peux pas donner d'essence à tout le monde, je vais me faire foutre en prison. Il va demander à son sous-officier s'il peut
Alors, le gars doit répondre ça, enfin ça m'a été expliqué, si tu veux, qu'ils prennent de l'essence, mais qu'ils foutent le camp. Parce qu'on était rentré dans le camp des chars avec les bagnoles. Alors, dégagez, sinon je me fâche. Et donc, ces Allemands n'étaient pas du tout agressifs. Alors, ce qui est marrant, c'est que les gens étaient reconnaissants, vraiment. Ah, c'est bien, les Allemands. Tu vois, ça va vite, hein, terrorisés. Et puis tout d'un coup, je me rappelle de l'ambiance. Ils ont failli embrasser mon père parce que c'est lui qui avait eu l'idée. Et c'était suffisant pour rentrer à Lille. Alors là, Lille,